Bienvenue dans la Voie des sommets. Avec Virginie et Suzanne, on part à la recherche de l'authentique, du vrai. Des histoires de vie, des déclics, des transformations profondes. Parce que changer, ça commence toujours par une rencontre, une parole, une prise de conscience. Ici, on écoute avec le cœur, on parle sans masque et on avance ensemble. La Voie des sommets, l'écho de ceux qui osent. C'est parti! C'est parti, Suzanne! Ah, et on va parler aujourd'hui de le déclic, ce que tu as eu. Et je suis curieuse. Ouais. Merci. Ouais. Oui, ben, moi aussi, je suis un peu bizarre d'être celle qui est interviewée. Ouais. Bon, mais c'est bien aussi. Donc, comme on a fait le dernier épisode, c'était moi qui étais l'invité. Et moi, j'ai partagé mon déclic et après, je me dis, c'était super pour le faire. Et aussi, on se connaît, on parle beaucoup de déclic. Mais aussi, je suis curieuse, quel déclic tu vas choisir. Mais avant de ça, je vais te demander si ta famille ou des amis, elles te décrivent, non, elles se... Me décrivent, oui, c'est elles ça. se décrivent. Qu'est-ce qu'ils disent? Qui est Virginie? Qui est Virginie? Alors, ils vont dire que je suis dynamique, que je suis audacieuse, que je suis courageuse et que je suis patiente, notamment avec mes enfants. D'où peut-être la complémentarité, je me rappelle quand tu avais dit, Oui. moi je manque de patience, mais je pense plutôt au niveau familial, je suis patiente et je suis quelqu'un de généreuse dans mes amitiés et mes relations. C'est vraiment important pour moi de donner en tout cas à mes proches de ma présence et de mon amour. Voilà, ça c'est... On peut dire ça de moi, je pense. Quand tu le dis, pour les gens qui ne voient pas, mais qui l'écoutent, quand tu le dis, tu as un grand sourire. Et je pense que tout ce que tu dis, ça c'est aussi qui tu es. Parce que tout ce que tu dis, ça me parle. D'accord. Autour qui tu es. Mais aussi, je te connais un peu. Mais tu es aussi très réussité. Donc, si tu veux quelque chose, tu y vas. Et avec ça, tu as la patience. Ah oui, je suis déterminée. Oui, c'est vrai. Tu as raison, là-dessus. Voilà. Mais des fois, d'être à deux, ça m'aide. Toute seule pour faire des choses, c'est plus difficile. Par exemple, sur des choses, sur certains objectifs, le fait d'être à deux ou à plus, en tous les cas, va m'aider à me donner la force dont j'ai besoin. Aussi, la confiance. D'accord. Voilà, plutôt ça. Ah, d'accord. Donc, peut-être tu peux me donner un peu de patience. C'est ça. Ouais. Bon, et je suis curieuse. On va parler de ton déclic. D'accord. Est-ce que tu as choisi un ou aussi plusieurs? Alors, deux. Tu vois, je réfléchissais. J'ai essayé de pas trop... J'aime bien que ça soit spontané. Donc, je voulais pas trop réfléchir avant. Et je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qui me vient là spontanément dans mes déclics? Et je dirais que le premier déclic, ça a été, qui m'est venu, c'est quand j'ai décidé de reprendre des études pour être coach. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler pour avoir une vision? Ouais. Tu as eu quel âge? Dans quel stade de ta vie tu étais? Alors, quel âge exactement? Je crois que ça fait presque 10 ans. Donc, j'avais 35 ans. Et j'avais fait plusieurs... en fait, je suis partie dans le secteur du tourisme. Ok, je vais te couper. Donc, tu as eu 35 ans, tu étais ici à Bourg, avec deux maris et deux enfants. Tout à fait. Ouais. Alors, j'étais ici à Bourg. J'avais déjà les deux enfants, oui. Et en fait, j'avais fait plusieurs boulots. On était déjà partis en voyage pendant 6 mois avec Tom tout petit. Quand on était rentrés, j'avais repris mon boulot, mais finalement, ça ne me convenait pas. Donc, j'avais trouvé un travail justement à Bourg-Saint-Maurice, dans une agence réceptive où on vendait la destination Les Arcs, La Plagne.
Et c'était plutôt un travail alimentaire qui permettait de pouvoir m'occuper de ma famille tout en ayant une activité et que mon mari Raphaël puisse aussi faire son activité qui lui prenait quand même beaucoup d'énergie et de temps. Donc tout était installé, bien installé, le vie ici c'était bon, vous deux avez un travail, les enfants ils étaient à l'école, donc c'était tout organisé. Tout organisé. On avait fait des choix qui nous permettaient de dire ok c'est ça qu'on veut là pour l'instant parce que pour notre vie de famille, notre vie de couple c'est important. Pour autant moi professionnellement j'étais pas épanouie dans ce que je faisais, je savais que c'était transitoire et en fait chaque fois je suis souvent en tout cas dans mon secteur, dans mon travail c'était un peu conflictuel avec mon patron. D'accord. Enfin, conflictuel. On s'engueulait pas, mais en tous les cas, je me sentais pas assez reconnue. Il y avait ce truc-là. Tu vois, pas assez reconnue pour l'investissement que je donnais. Il y avait toujours un peu ce surinvestissement que j'avais qui n'était pas récompensé entre guillemets à sa juste valeur. Donc, c'était mon sentiment. Et j'avais ce truc où je voulais travailler dans l'humain. En fait, j'avais envie de travailler avec des gens, j'avais envie qu'il y ait du sens. Peut-être c'était dû à l'âge, 35 ans, on dit, il y en a qui veulent être homéopathes. Voilà, c'est le gros truc, quoi. Et donc, j'avais besoin de sens et de me sentir utile. Et là, de vendre des séjours à la montagne, je voyais pas trop le sens que ça avait pour mon passage dans cette vie-là, quoi. Et donc, j'avais regardé les différentes formations que je pouvais faire pour aller dans la thérapie. Donc, psychologue, différentes thérapies, etc. Et en fait, j'ai découvert le métier de coach. Et là, je me suis dit, on avait pris un coach avec mon mari pour passer le cap du deuxième enfant. Ah oui, d'accord. Et là, la fille, je lui avais dit, mais c'est trop génial votre travail, j'adore. C'était hyper efficace, tac, ça correspondait bien à ce que moi je suis aussi. Oui. Pas trop une thérapie longue, etc. Ça allait vite me gonfler. Et là, c'était efficace, je me suis dit, avec ça, je vais me sentir utile. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je sais que j'ai envie de ça. J'ai envie de me former, j'ai envie d'apprendre des nouveaux outils. Et moi, je travaille sur moi depuis que j'ai 20 ans, mais je sais que j'avais besoin d'avoir des choses qui me correspondaient, quoi. Ah, et donc là, c'est un déclic de me dire, ah ouais, là, je veux faire un nouveau métier qui n'a rien à voir avec ce que je sais faire. Je vais me former, je ne sais pas trop ce que ça va être et je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais en tous les cas, j'y vais. Donc, je vais arrêter de travailler le temps de ma formation. Bon, après, j'ai toujours eu des petits boulots, des choses comme ça pour être indépendante quand même financièrement. Et je suis partie dans cette formation de coach à Lyon. Wow. Et avec les enfants qui étaient petits. Donc, c'était un peu une logistique. J'ai organisé tout ça comme je sais faire. Je suis très organisée aussi. Donc j'ai fait venir mes parents, mes beaux-parents, la famille, etc. pour pallier à mon absence. Et puis je me suis investie à fond dans cette formation. D'accord. J'ai rencontré des gens formidables qui sont toujours mes amis. Et ça m'a vraiment nourrie en fait. Ça m'a vraiment apporté ce que j'avais besoin. Et les 15 premiers jours de formation, j'ai fait pratiquement que pleurer. Ouais. Oui, c'était affreux. En fait, j'avais tout ce qu'elle me disait, tout ce qu'il nous partageait. Ouais. Moi qui avais toujours été eu le sentiment d'être une super amie, qui donne des conseils, qui est super, hyper bienveillante et compréhensive. En fait, pas du tout. Je me suis dit, en fait, pas du tout. En fait, je donne des conseils qui peut-être me permettent de me sentir utile. Et que finalement, être une bonne amie, c'est aussi savoir écouter. Savoir écouter, c'est important. Et peut-être que j'écoutais pas assez parce que c'était aussi mon histoire aussi, quoi. J'avais besoin, en fait, quelque part j'écoutais, mais
ça nourrissait un peu mon ego que de me sentir utile à donner des bons conseils à mes amis, quelque part. Oui. Et là, ça, pendant 15 jours compliqués, les 15 premiers jours de formation très compliqués. Et qu'est-ce que tu as fait avec ce sentiment? Est-ce que tu as appelé tes amis ou ta mari? Mon mari. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis pas une bonne amie, en fait. Je pleurais. Il dit non, mais ça va pas, enfin. Je dis non, mais en fait, je crois toujours qu'en donnant des conseils, c'est bien, que c'est utile pour la personne. Et en fait, il faut que je ferme ma bouche beaucoup plus et que j'écoute beaucoup plus pour pouvoir me servir en fait de ce que la personne dit. Et c'est un peu ce que tu disais quand on a fait l'interview. Il y avait ce côté où c'est pas le bon moment. Oui. Parce que vu que je suis un peu Oui. péchue, où j'ai envie de vraiment, j'ai à cœur Motivant, ouais. d'aider les gens, Oui. ou de faire en sorte qu'ils restent pas dans cette situation inconfortable, ben, je vais être un peu peut-être trop à vouloir les brusquer. D'accord. Sauf que c'est pas le bon moment. Et c'est pas, leur vie n'est pas la mienne. Et en fait, moi, oui, j'agis comme ça, en mode j'y vais, j'oublie que j'ai mal, et je rebondis, et j'ose, etc. Sauf que tout le monde n'est pas comme ça, et chacun a son histoire, ses peurs, ses blocages, etc. Et en fait, le fait de prendre conscience que l'autre a sa propre histoire, est différent, etc., etc., tu le sais, mais en fait, là, vraiment, je l'ai mesuré. Et donc, ça a changé... ça a changé vraiment la façon dont je me suis comportée par rapport aux autres. Ouais. Donc au début, ça a été compliqué pour mes amis. Certains étaient... Pourquoi c'était compliqué? Ben, il y avait ce côté un peu... ils avaient le sentiment que j'avais perdu de ma spontanéité et de mon naturel. Et ils étaient raison Et ben en fait, certes, spontanément, j'avais perdu ma spontanéité, mais pour être beaucoup plus dans l'écoute et la bienveillance. En fait, c'était au service de ça. Oui. C'était pas pour me la péter, je suis thérapeute. En fait, c'était pas du tout ça. C'était que je m'étais aperçue que comment j'étais avant, bah, c'était pas juste et ajusté à l'autre, en fait. Donc, ça a été pour certains amis compliqué, parce que justement, ben, quand la relation change, ben, les personnes se disent ben mince, c'est différent, qu'est-ce qui se passe, je reconnais plus mon ami, etc., etc. Donc il a fallu ajuster les relations. Pour certaines personnes, ça s'est pas bien ajusté, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et oui, en tout cas, là, je me suis retrouvée et ça m'a vraiment permis d'être... de fait, de mieux écouter, et ben, je me suis mieux écoutée. Donc, chose que j'avais beaucoup de mal à faire, hein, quand même, de m'écouter. Donc c'était, ça m'a fait vraiment du bien, en fait, notamment avec les enfants, en fait, qui étaient petits, quand même. Oui. Ça m'a permis d'ajuster, en fait, aussi la maman que j'étais dans ma relation à eux. J'avais envie d'être une maman à l'écoute, mais quelque part, sans m'écouter, j'étais pas à l'écoute, en fait. Oui, d'accord. Ça marchait pas. Ouais. Il faut déjà que ça passe par soi pour que après tu puisses le faire avec les autres. Oui. Et là, c'est passé par moi et ça m'a vraiment fait du bien. Oui, parce que savoir écouter, c'est un vrai outil. C'est, tout le monde écoute, mais le vrai écouter, c'est aussi un choix. Et est-ce que tu penses, si je dis pour tout le monde, ça, c'est pour tout le monde, le plus âgé, le plus jeune, le directeur et aussi les gens qui travaillent, pas d'être directeur, mais tout le monde, toute l'équipe, tout le monde doit faire une formation de savoir écouter. Oui. Est-ce que tu penses que ça t'aide le monde ou pas? Ah, mais c'est sûr, c'est certain. Après, là, le fait de faire des formations, je l'ai vu... alors, j'ai commencé par faire du coaching individuel, parce que là, je me sentais plus légitime. Il y avait cette histoire de légitimité, là, c'était assez compliqué, justement, de dire faire une légitimité, c'est se sentir à sa place
avec la formation d'1 an que j'avais faite, je me disais, mais en fait, est-ce que je suis assez formée pour pouvoir accompagner des gens qui vont pas bien? Et en fait, ça touchait ma légitimité, la confiance en moi, ça touchait tout ça. Donc c'était assez particulier. Parce que si tu peux l'expliquer aussi pour les gens qui ne connaissent pas bien le travail d'un coach, pour qui une coach et une thérapeute ou un psychologue, c'est la même. C'est quoi d'être coach? Eh ben, tu accompagnes tes clients dans l'instant présent par rapport à ce qu'ils vivent pour aller dans l'avenir. Tu vois, donc on revient très peu, on parle bien sûr de ce qui s'est passé avant, mais l'idée c'est de ne pas aller triturer sur l'enfance, etc. Vraiment, on se focus sur l'instant présent. D'accord. Et mon travail de coach, c'est vraiment de créer justement cet espace de discussion, d'échange, dans lequel la personne va pouvoir se sentir à l'aise, en confiance, pour qu'elle puisse échanger et dire tout ce qu'elle ressent, que moi je puisse être justement dans cette capacité à faire abstraction en fait de ce que je connais de la personne, de l'idée et des suppositions que je peux avoir sur elle de prime abord, donc me délester du jugement pour être vraiment dans l'instant de dire ok, la personne me dit ça, très bien, de lui poser des questions très spontanées, très authentiques, de façon à construire en fait, à lui apporter une autre façon en fait de voir la situation, de ressentir aussi les émotions qui la traversent par rapport à sur lequel elle se confie, pour après, eh bien, en le regardant d'un autre angle, se dire ok, là justement en communication, un manager avec ses employés, la manager qui rencontre toujours les mêmes difficultés d'une autre façon possiblement avec ses employés, il y a quelque chose à voir. Et c'est intéressant de le regarder différemment pour après mettre en place des outils d'une séance à l'autre. Donc le côté coach, ça vient un peu là parce qu'il y avait le côté coaching sportif où tu as des exercices à faire d'une séance à l'autre pour expérimenter en fait des nouveaux outils, tester, voir ce qui correspond, voir ce qui fonctionne pas, revenir dessus et puis après justement acquérir cet outil dans ta boîte à outils pour que tu puisses l'utiliser tous les jours en fait. Donc c'est vraiment sur le présent et vraiment axé sur le futur avec des outils et tout. Exactement. Et aussi avec le coaching, parce que on travaille ensemble, donc je suis aussi un coach. Quelquefois, qui est dur d'être coach, c'est il y a un coach de vie. Un coach de si on va sur Google, il y a une dizaine de types de coachs. Tu parles de l'écoute. Pour moi, le coaching, c'est vraiment savoir écouter, baisser le jugement. Comment ça c'est pour toi aussi? Parce que tu as parlé, est-ce que je peux réussir? Est-ce que je suis assez après une an de formation? Ça s'était passé comment? Alors mes copines de formation te diront que mon gros dilemme, c'était quelle est ma spécificité? Ah ouais, justement ça. Oui. Parce qu'il y avait coaching de vie, spécialisé dans le travail, spécialisé dans le truc, spécialisé dans le machin. Et je disais, mais moi j'aime tout. Moi j'ai envie autant de travailler avec des couples, qu'avec des jeunes, qu'avec des managers dans l'entreprise. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas... Et à la fois... Je me disais, pour me vendre, c'est plus facile de dire que je suis spécialisée en communication. Et d'un côté, j'avais pas vraiment envie de me spécialiser parce que ça m'enfermait dans quelque chose qui n'était pas suffisamment ouvert pour moi. Et ça a été long comme travail. Donc, je me suis associée avec des gens qui étaient spécialisés dans le coaching en entreprise par le prisme du sport.
Donc ça me parlait, je trouvais que c'était intéressant, c'était assez ciblé quand même sur cette démarche du sport. Donc ça m'a nourri un temps. Et après, je suis retournée quand même à faire un peu plus de coaching individuel, et avec les ados notamment, parce que ça avait du sens. Voilà. Oui. Et j'avais perdu un peu ce goût du coaching en entreprise, où je voyais plus trop mon impact. D'accord. En fait, de me dire, ah oui, là, si j'y vais une journée, c'est quoi mon impact sur la vie des salariés, des managers, sur leur année, en fait. C'est aussi un peu obligé, on peut dire. Hein? C'est le manager, c'est le checkbox. Exactement. Le coaching, c'est fait. C'est fait. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, qu'on a discuté de la façon dont on voyait la formation, etc., et je me suis dit, ah oui, en fait, ça peut être possible si on met en place des formations qui s'inscrivent un peu plus dans la durée. Et ça me parle. Et ça, j'avais envie de ça. Et justement, de mettre un peu tout ce que toi, t'as, tout ce que moi, j'ai appris. Et puis là, j'ai plus confiance aussi dans mon expérience de vie aussi, qui font que ça nourrit aussi la coach que je suis, en fait. Donc, à quoi tu es le plus fier de toi maintenant avec du coaching? Oh, puis ouais, c'est compliqué comme question, parce que je suis rarement fière, moi. Non, fier. Vraiment fier. Ah, vraiment fière. Je suis vraiment fière. C'est vrai que quand là, on a refait une formation avec les mêmes clients, les mêmes personnes qui étaient venues, que j'avais eues une année avant. Oui. Et c'est vrai que la personne qui vient me voir et qui me dit, Virginie, j'ai mis en place ce qu'on avait dit, et ça a marché. Ah là, je suis trop contente. Limite, je peux pleurer. Parce qu'en fait, ça me touche, parce que je me dis, oh, trop bien. Là, c'est chouette. Et c'est vrai que quand je recroise des gens, des jeunes que j'ai eus dans des périodes de lycée ou collège, et là, ça s'est passé il y a 2 mois. J'ai revu une jeune que j'avais eue, et elle me dit, j'ai refait l'exercice qu'on avait fait ensemble, mais toute seule. Et elle dit, ça m'a vraiment bien aidée, parce que là, je savais pas. Là, je suis fière de pas de moi, vraiment. C'est un peu du travail qu'on a fait ensemble. Parce que, en fait, je suis pas forcément fière de moi, parce que je sais que je suis fière de faire ce que je fais, et que ça leur serve. Mais c'est bien, parce que tu as fait le coaching avec il ou elle, et après c'est le 20%, mais après c'est l'autre qui doit le faire. Exactement. Donc c'est son motivation, mais donc tu étais fière à lui parce que tu as savais, ça peut t'aider. C'était aussi un peu le chercher de son chemin. Exactement. Mais après... qu'on a su trouver en fait ensemble un autre chemin, qu'il a pu retrouver sa motivation, aller chercher l'outil qu'il avait fait, le transférer dans sa vie et dans la situation dans laquelle il était. Ah, ça c'est trop bien, ça je suis trop contente. Parce que ça c'est quelquefois dur avec du coaching, parce que l'autre doit le faire. C'est toi le 20%, le rapport, d'avoir la conversation. Comment tu réagis avec des gens qui viennent te voir et qui disent, ok, maintenant j'ai un coach, clique, et elle va faire tout ce que je vais faire. Alors, je vais me servir de l'humour. Un bon outil. Oui. Pour un petit peu le mettre dans une situation pas très confortable, mais gentiment. Gentiment, mais c'est important. Gentiment, pour qu'ils comprennent que justement, ça, c'est pas moi qui vais faire le job, et que c'est à lui de le faire. Ah, d'accord. Et plus comme ça, je vais plutôt me servir, je pense, de l'humour pour le faire passer, pour éviter d'être en frontal. C'est bien. Ouais. Et l'humour, c'est important. Ouais. Oui. C'est vrai que ça, j'aime bien me servir de ça. Et puis, en fait, j'ai envie que ça soit rigolo et fun. Oui. Et puis, encore une fois, je sais très bien que certains se prennent au sérieux, ou sont sérieux, ou peu importe. Mais c'est toujours intéressant d'aller dans quelque chose de plus léger aussi, pour pouvoir faire passer des messages et faire en sorte que la personne s'allège aussi de son sérieux,
pour rigoler d'elle-même. Oui. En fait, c'est sympa. Ouais. Donc, tu as des clics de faire une formation en coaching après le premier 15 jours de pleurer et de te sentir pas une bien amie. C'est ça. Tu as vraiment amélioré et de savoir écouter et ça t'aidait dans la famille, mais aussi avec tes enfants et avec tes amis et aussi en tant qu'être coach. Parce que d'être coach, c'est une vraie profession, c'est un vrai travail et et tu le fais bien. Ouais. J'essaye en tous les cas. Ouais. J'essaye, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. Donc c'est marrant que je te parle de ça parce que j'avais jamais percuté que c'était un déclic. Ah, mais c'est bien. C'était un bon déclic. Et aussi peut-être l'âge, tu étais bien, le travail, les enfants, c'était stable. Mais à ce moment, les inconforts, comme tu as dit, venez. C'est ça. C'est bien ce déclic. Ouais, c'est cool. Bon, tu as me parlé aussi d'un autre déclic. Oui. Et c'était quoi le deuxième? Alors, le deuxième qui m'est venu, c'était... En fait, on s'était, il y a 3 ans, je pense, on était partis au mois de mai en vacances dans un surf camp. Oui. Le Nature Surf Camp à Messanges. Et qui était on? C'était la famille, hein? Oui. Mon mari et les 2 enfants. Et on s'est retrouvés là-bas dans ce surf camp pendant une semaine. Et en fait, j'ai découvert... Enfin, j'ai pas découvert, mais... j'ai découvert ma fille complètement avec un comportement complètement différent avec des adultes avec lequel elle se sentait hyper à l'aise. Moi, je l'ai toujours connue dans notre cercle familial, très drôle, hyper spontanée, hyper câline, à l'aise, à parler fort, etc. Et en fait, dès qu'elle était à l'école, même avec notre famille, nos amis, etc., elle était hyper timide. D'accord. Donc Maya, elle est timide. Elle disait pas bonjour, elle faisait pas la bise. À l'école, on lui disait toujours qu'il fallait ça, qu'elle parle c'était le plus retour fort. de professeur. Exactement, et même de ses copains. Ok, qui disaient, ah, Maya, elle a levé le doigt. Donc en plus, ça mettait encore plus l'accent sur sa timidité qu'elle avait en société. Et là, tu as été inquiétée ou pas? Non. Non. En fait, j'étais pas inquiète, mais je reconnais que moi qui suis très sociable et qui vais facilement vers les gens, où j'aime qu'on aille en week-end avec des copains, qu'on voit du monde, etc. Le fait que ma fille soit très réservée, ne dise pas bonjour, etc. J'avais un petit peu le côté à dire, ben mince, qu'est-ce que j'ai loupé dans son éducation qui fait qu'elle est comme ça, quoi. Est-ce que je prends trop de place? Donc ça, je m'interrogeais sur moi. Ah ouais. C'était pas confortable et surtout je la voyais, je savais qu'elle pouvait être différente. C'est ça en plus qui était bizarre. Et là, quand on allait dans ce surf camp, on n'était qu'avec des autres adultes. Oui. Et là, Maya, hyper à l'aise, je joue aux fléchettes avec les gens, je parle normalement, je fais des blagues, cours de surf. Toute seule, hyper bien, quoi. Mais j'ai halluciné, quoi. Halluciné parce qu'elle n'avait jamais été comme ça dans un autre cercle que le nôtre. Et là, donc j'ai une conversation avec elle en lui disant, ben, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois si bien, en fait? Et elle me dit, ben, en fait, là, en fait, je peux être vraiment celle que je veux être. Waouh. Et c'était avec que des adultes, oui. Mais aussi d'autres choses ou c'était l'endroit ou... Je pense l'endroit, l'océan, dans l'environnement dans lequel elle se sent bien. Oui. Le moment, peut-être aussi, tu vois. Nous aussi, peut-être que dans cet environnement-là, on était différents avec elle. Oui. Je sais pas, en tout cas, il y a un truc qui s'est passé qui fait que... et elle me dit, en fait, je me rends compte que même à l'école, dès que je lève la main, on me dit, Maya, super, t'as pris la parole. Dans ma famille, on va dire, super, Maya, t'as dit bonjour. Donc, à chaque fois, elle avait cette étiquette qui lui collait à la peau. Nous-mêmes, en fait, super, Maya, t'as dit bonjour.
malgré tout, on mettait en fait en lumière le fait qu'elle était timide. Oui, donc vous avez quitté un peu le régime normal et ça ouvre vous, mais aussi peut-être elle. Exactement. Il y a eu ce truc qui s'est passé et hop, elle s'est ouverte. Mais dans cet environnement, parce qu'après, quand on est rentré, c'était pas du tout. Elle s'est refermée. Oui. Ouais. Et en fait, donc j'ai discuté avec elle et elle me dit vraiment, je peux être. En fait, je peux vraiment être celle que je suis et sans que j'ai une étiquette. Sympa, donc le truc. Donc là, vraiment, ça m'a fait vraiment réfléchir. Je me suis dit, non, mais il faut vraiment qu'on bouge, qu'on fasse quelque chose pour qu'on change d'environnement, pour qu'elle puisse être vraiment celle qu'elle est, quoi. Et donc, je me suis dit, on va déménager, on n'a qu'à aller partir là, on n'a qu'à faire ça. Et puis quelques années plus tôt, avec Tom, on était parti, on avait fait un tour à vélo pendant 6 mois, quand il était tout petit, quand il avait 17 mois. Où ça avait été vraiment super. Et pendant des années, Raphaël, mon mari, m'avait dit j'ai envie qu'on reparte, mais chaque fois, c'était pas le bon moment, je le sentais pas, etc. Et là, l'idée a germé dans ma tête. Et je me suis dit, mais c'est ça, il faut qu'on parte. Et donc, on va pas déménager tout de suite. Moi, professionnellement, c'était un moment où j'avais besoin d'aborder des changements. Raphaël aussi. Tout s'est aligné pour que lui puisse partir de son travail, moi aussi. Et en fait, ça s'est fait hyper rapidement parce que c'était en mai, le déclic avec Maya. L'idée a germé, moi ça allait pas super au travail, donc voilà, j'en ai parlé avec mon chef. En septembre, je partais. Raphaël, lui, ça pouvait être fait en janvier. Et donc, en septembre, j'ai dit, ok, en fait, on part. J'en ai parlé aux enfants, à Raph. Il me dit, on peut réfléchir, on peut partir d'ici un an. Ah non, t'as pas compris. On part là. Là, il y a le réussité aussi, faire l'impact. Boum, on y va. Donc là, c'est parti. On a 3 mois pour instaurer ça. L'inscription aux enfants, on désinscrit les enfants de l'école, on fait l'école à la maison. On part où? Après... comme ça, que nous, on serait partis à l'étranger pour avoir le côté un peu exotique. Mais là, l'idée, c'était que ça s'inscrivait dans l'ouverture de nos enfants, et nos Maya notamment, au monde. Donc, si on part dans un pays qui ne parle pas français, aucun intérêt. Donc, je lui ai dit, on part en France. Donc, après, ça s'est dessiné, notre itinéraire. Et on s'est dit, on va partir déjà, 6 mois. On a le créneau, enfin 8 mois. On loue la maison. Et puis, on voit, quand on rentre, vu qu'on n'a plus de travail, si on déménage... ou si dans un endroit qui nous a plu, dans les endroits qu'on a visités, ou si on reste là où on est, dans notre maison, et puis on retrouve un boulot, et voilà. Heureusement, pour moi, vous êtes resté ici. Mais après ce voyage, parce que ça, c'était aussi une déclic, peut-être on peut refaire encore une interview. Oui. Mais est-ce que le comportement, après le voyage, a changé à vous, mais aussi à Maya? Oui, oui, clairement. En plus, c'était trop bien parce que c'était son année de CM2 où on est parti. Et donc, elle rentrait en 6e. Ah, d'accord. Et donc, tu avais ce côté un peu page blanche, quand même, où elle passait au collège. Et donc, c'était juste idéal pour elle. Un peu moins bien idéal pour Tom, parce que lui, il revenait en classe de 3e où les copains avaient été restés un peu ensemble toute l'année. Mais lui, il est beaucoup plus sociable, il n'avait pas ce truc-là, en tout cas. Donc oui, ça c'est dans les changements, clairement. En fait, elle a ancré, en fait, j'ai l'impression, à chaque fois qu'elle ancrait en elle les expériences qu'elle avait pu vivre avec les gens qui l'avait vue comme elle était à ce moment-là, et qu'elle ancrait que c'était possible et que les gens la voyaient différemment. Elle se voyait différemment, et nous aussi, au sein de la famille, elle est partie de ce côté timide, en fait. Et quand on est rentré, elle a retrouvé ses amis, et j'ai senti quand même que dans l'équilibre aussi, que c'était différent. Elle était beaucoup plus affirmée,
elle a toujours été affirmée, mais en tout cas, elle le disait beaucoup plus, quoi. Ah, c'est bien. Et j'adore aussi cette déclic parce que là, il y a aussi un lien avec d'être coach, comment tu as commencé à savoir écouter. Et donc, tu as aussi vraiment voir ta vie, oui. écouter, mais vraiment écouter pour savoir, on doit changer. Oui, c'est sûr, parce qu'avant, peut-être que je ne lui aurais pas posé la question. Tu vois, j'aurais été peut-être plus... elle m'a beaucoup apprise, du fait qu'elle était très différente de moi. Ben, j'ai dû aussi écouter beaucoup, elle, ce qu'elle avait à dire. Ouais. Parce que moi, un peu brusque comme je suis... tu vois, c'était peut-être aussi le coaching, ce que tu as dit, apprendre, pas donner de conseils, mais vraiment laisser le temps, laisser le parole, aussi pas, c'était pas un jugement, mais de vraiment, ok, ça c'est mon côté, ça c'est l'autre côté, c'est vraiment voir quelque chose, d'être dans un hélicoptère une caméra, moi je prends souvent l'image de la caméra, où je me vois faire et où je prends justement du recul par rapport à moi. Et ça m'aide, clairement. Ah, c'est bien. Clairement. Ah, c'est cool. Merci pour ça. Ouais. C'était aussi le déclic, ce que je ne pensais pas. Donc, c'est bien. c'est bien. Et tu connais par hasard, je pense. Trop bien. Colère. Wouh! Colère. Colère, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça va être plus contre moi, finalement, quand je vois colère comme ça. Je suis plus en colère contre moi quand je m'écoute pas. D'accord. J'ai mes travers... ça revient, Quand j'ai mes travers un peu d'hyperactivité, qui tout le monde dira que je suis très hyperactif. Oui. Donc, je me laisse embarquer par mon hyperactivité, par mes actions, par mon agitation, même quelquefois. Et j'oublie de m'écouter. D'accord. Et j'oublie d'écouter mes ressentis. J'écoute même plus très bien mon entourage. Et je me retrouve dans ce point là où je suis en colère. Ça va pas, je suis pas bien. Et là, je suis en colère encore plus contre moi parce que je me dis, ah purée, je me suis laissée dériver, embarquée par mon hyperactivité. D'accord. Je me suis pas écoutée et j'écoute moins bien les autres aussi. D'accord. Ça va être plus ça, la colère. Mais si je l'ai bien compris, c'est aussi grâce ou à cause de gens dit tu es hyperactivé. C'est ça aussi? Alors, c'est pas les gens qui disent, c'est moi, je le sais. Ok, donc c'est aussi un jugement. C'est un jugement de moi. Oui. Mais c'est plutôt que je me vois faire dans le fait de faire plein de choses. T'as beaucoup de choses, beaucoup d'activités, je remplis, mais je laisse pas assez d'espace pour respirer, pour prendre du temps pour moi, et donc m'écouter. Et au final, après, je suis moins dans l'écoute aussi des autres. Et là, je suis en colère. Ouais, et aussi à toi. Et voilà. Ouais. Exactement. C'est quand tu as choisi ça, bon, on se connaît. Moi, ce que j'adore de toi, si je peux le dire, tu es très direct. Et s'il y a quelque chose, tu le dis, mais après... c'est fait. Oui, c'est vrai. Et ça, j'adore. C'est là. Mais après, bon, on le dit aux Pays-Bas, oude koe, ja, uit de sloot halen. Je ne peux pas le traduire. Mais tu es jamais à moi. Mais tu as dit ça fait maintenant. Rancunière. Et ça, c'est pour moi, quand tu choisis ça, par hasard, normalement, c'est un peu négatif. Mais pour moi, c'était très positif aussi. Je voulais le dire parce que c'est... le volcan, quoi. Ouais, mais c'est aussi l'image du volcan. Et je pense que c'est bien. Donc, très ça, bien, je voulais rajouter. Bon, merci Virginie. J'ai adoré faire l'interview avec toi.
Bah écoute, merci, c'était réciproque, c'était intéressant de savoir mes déclics parce que j'avais pas réfléchi. Non, bon, c'est bien. Bon, merci. Et la prochaine fois, on a une autre invitée. On ne sait pas qui déjà. On a des petites idées. Oui, on a des idées, mais on ne va les pas partager. Mais c'est cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Suzanne.